Bonjour à tous, merci pour votre participation et bienvenue dans ce webinaire consacré aux soft skills et à comment faire la différence face à un recruteur. Je vous propose dans un premier temps de nous présenter tout simplement. Je suis Lydie Bruni-Scholz, directrice senior chez PageGroup, plus spécifiquement chez Page Personnel, et je suis en charge donc de plusieurs équipes qui accompagnent nos clients et candidats dans leur process de recrutement et problématiques RH. J'ai maintenant 18 années d'expérience dans ce domaine et ces années, justement, m'ont permis de voir évoluer la fonction et constater qu'une adaptation était plus que nécessaire pour faire face au changement, d'où le sujet des soft skills aujourd'hui. Et je suis ravie de partager mon expérience avec vous et avec Anne-Laure. Bonjour à tous, je suis Anne-Laure Cordier, ancienne RH opérationnelle. Je fais partie de PageGroup depuis près de 10 ans maintenant et je suis manager de la division RH chez Michael Page Interim Management. Je suis spécialisée dans le recrutement de profils de cadres RH confirmés pour des missions d'interim management et management de transition. Et donc, l'appréhension des soft skills de mes candidats fait partie de mon quotidien et je suis ravie d'échanger avec vous et avec Lydie sur ce sujet aujourd'hui. Alors, tout d'abord, à titre de préambule, je vous propose déjà de vous présenter, mais très rapidement, PageGroup pour ceux qui ne nous connaîtraient pas déjà. Alors, PageGroup, c'est un cabinet anglo-saxon qui s'est implanté en France depuis plus de 35 ans. Nous sommes leaders du recrutement et de l'intérim spécialisé. Et on regroupe aujourd'hui plusieurs marques. Tout d'abord, Page Personnel, qui gère le recrutement des employés, techniciens et cadres de premier niveau. Pour les profils plus confirmés, on va basculer sur Michael Page classique pour la partie CDI et Michael Page Interim Management pour la partie temporaire. Et puis enfin, pour la chasse de cadres dirigeants, eh bien, c'est Page Executive qui s'en charge. Voilà, après cette rapide introduction, voici donc notre programme du jour. Donc, au programme aujourd'hui, nous devrions déjà vous permettre d'y voir un peu plus clair dans toutes ces terminologies entre les hard skills, soft skills, math skills, green skills. Le sujet est très vaste. Et donc, on va vous expliquer en quoi ces compétences sont devenues aujourd'hui primordiales sur le marché de l'emploi, que ce soit pour le candidat ou les entreprises. Tout à fait. Et dans un second temps, nous vous aiderons justement à trouver les moyens pour développer vos soft skills et nous vous donnerons quelques clés pour vous démarquer sur le marché grâce à celles-ci. Alors, avant de parler du sujet pour lequel vous êtes tous là aujourd'hui, il nous paraissait important de vous faire un rapide état des lieux du marché. Donc, PageGroup, comme vous l'a expliqué Anne-Laure, avec toutes ses marques, a une vision à 360, puisque nous intervenons dans tous les secteurs d'activité et on est confronté à toutes les fluctuations du marché. On peut dire que 2022 a été une année faste, notamment sur le marché des cadres, puisqu'il a été constaté une progression de 15% à ce niveau-là. Et pour le coup, la plupart des secteurs d'activité ont été acteurs dans cette croissance. En 2023, la dynamique du premier trimestre est restée dans la même lignée. Maintenant, quand on échange avec nos clients, ils nous parlent plutôt de stabilisation. Les entreprises sont un peu plus frileuses sur leurs projets et cela est surtout lié, comme vous l'imaginez bien, à des facteurs comme l'inflation ou le climat géopolitique actuel. Donc, certains secteurs comme la tech, la santé ou les énergies renouvelables seront toujours sous tension et confrontés à une pénurie de talents et à des difficultés de recrutement. Et c'est d'ailleurs le point le plus marquant quand on discute avec nos clients. Ce qui émerge le plus, vraiment, c'est le niveau de difficulté que les recruteurs ont face à cette pénurie de talent. Ils considèrent la moitié de leur poste comme complexe et pénurique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une parfaite transition sur le sujet des soft skills, puisque, comme vous l'avez compris, le marché est en perpétuel mouvement et ça implique donc forcément de s'adapter, de se réinventer. Je laisse donc la main à Anne-Laure qui va vous expliquer justement de manière plus théorique le sujet des soft skills. Merci Lydie. Donc effectivement, la grande question, c'est qu'entend-on exactement par soft skills? Alors, les soft skills sont littéralement vos compétences douces, c'est-à-dire vos compétences comportementales et vos qualités relationnelles. En gros, c'est votre savoir-être. Alors, il est difficile de faire une liste exhaustive des soft skills qui peuvent exister, mais pour ma part, j'apprécie particulièrement le référentiel To-Do élaboré par Todo Skills, qui a le mérite de classer les soft skills en 6 grandes familles. On va retrouver les compétences interpersonnelles, les compétences intrapersonnelles, la communication, la réflexion et l'imagination, le leadership et enfin
l'apprentissage. Et Cadre Emploi a d'ailleurs publié en avril 2003 le top 12 des soft skills les plus recherchés par les entreprises. Et alors, sans vous faire un inventaire à la Prévert, mais en tout cas, les 3 premières sont tout d'abord l'autonomie, puis la capacité d'adaptation et enfin la résolution de problèmes complexes. Alors, bien évidemment, un top 12 n'est pas figé et ce n'est qu'un exemple. Certaines soft skills vont être plus recherchées que d'autres en fonction des métiers et des secteurs d'activité. Par exemple, sur des postes en marketing, la créativité va être cruciale, alors qu'elle le sera peut-être un peu moins sur un poste en comptabilité. En revanche, sur des postes en comptabilité, eh bien, l'esprit analytique et méthodologique sera valorisé. Généralement, il faut savoir qu'on oppose les soft skills aux hard skills, mais en fait, elles sont complémentaires. Du coup, les hard skills, qu'est-ce que c'est? Les hard skills, ce sont vos compétences dures, ce sont vos compétences métiers, vos compétences techniques ou académiques. Pour résumer, c'est votre savoir-faire. On peut citer à titre d'exemple votre maîtrise du pack office, votre maîtrise du logiciel SAP, votre maîtrise du 5S dans le cadre d'une démarche qualité. Et ce qui est important, c'est de noter que la durée de vie d'une hard skill était de 20 ans en 1987 contre à peine 2 ans et demi aujourd'hui. Donc en fait, les hard skills vont se périmer beaucoup plus vite aujourd'hui qu'il y a plusieurs dizaines d'années, d'où l'importance croissante des soft skills pour s'adapter à des métiers qui évoluent techniquement et de manière très rapide. Donc, les soft skills sont un véritable atout pour vous démarquer. Et notamment, pour reprendre un chiffre, 92% des entreprises, c'est énorme, s'accordent à dire que les soft skills sont déjà aussi importantes que les hard skills. Donc, maintenant, nous allons donc voir dans le détail pourquoi ces soft skills sont si importantes. Effectivement, Anne-Laure. Maintenant, l'idée, c'est de vous expliquer pour quelles raisons 80% des entreprises estiment qu'elles sont facteurs de succès pour les organisations. Alors, ce n'est pas un mot à la mode, il ne s'agit pas de mots à la mode, réellement. Ce sont des compétences recherchées et valorisées par les employeurs aujourd'hui. Il y a 4 raisons principales. La première, c'est que je pense que vous vous rendez tous compte que tout va très vite aujourd'hui et notre monde est en constante évolution. Donc, de nouveaux métiers apparaissent tandis que d'autres disparaissent. Et donc, les entreprises doivent faire face à ces défis technologiques, notamment avec l'IA, économiques ou même encore écologiques, et ils sont de plus en plus complexes. Et c'est là que vos soft skills entrent en jeu pour faire justement face à ce genre de défis. Dans ce type de situation, typiquement, si vous êtes un créatif capable de proposer des solutions, si vous êtes une personne adaptable, à l'aise avec le changement, ou bien doté d'une grande résilience, forcément, vous répondrez aux attentes de l'entreprise. Donc ça, c'est le premier sujet. Ensuite, la seconde raison, et elle est cruciale, c'est l'expérience client. Aujourd'hui, toutes les entreprises veulent offrir un service de la meilleure qualité possible. Et c'est donc là où certaines soft skills vont être recherchées, telles par exemple que l'empathie, l'écoute active, des solides compétences relationnelles. Si vous avez ces atouts-là, ils vous permettront forcément de mieux comprendre les besoins de vos clients et donc de mieux les fidéliser. Le troisième, je dirais, le troisième impact bénéfique des soft skills, c'est, je dirais, le côté positif que cela a sur l'intelligence collective. En fait, en sélectionnant des candidats qui correspondent parfaitement ou mieux à une culture d'entreprise, on crée des équipes plus performantes avec des soft skills complémentaires et donc des personnes qui sont plus à même de travailler ensemble et cela dans un but commun. Par exemple, si vous êtes un analytique avec une forte capacité à résoudre des problèmes, que vous travaillez avec une personne qui a une certaine intelligence émotionnelle et que vous êtes accompagné d'un leader, forcément, découleront des idées et des solutions bénéfiques pour l'entreprise. Enfin, le dernier point, et pas des moindres pour les entreprises, c'est l'impact que cela a sur l'engagement et la rétention des collaborateurs. Lorsqu'un salarié est choisi pour ses compétences interpersonnelles et comportementales, en plus de ses compétences techniques, il se sent forcément valorisé, il a le sentiment d'avoir été choisi pour lui-même, de pouvoir être authentique, et donc forcément, il sera plus productif et aura envie de se projeter plus longuement dans cette entreprise. Donc là, je viens de vous citer quelques soft skills, mais je tiens à préciser que les besoins peuvent clairement varier en fonction du contexte, du secteur et de l'entreprise, et qu'en fait, la clé du succès, c'est souvent la complémentarité des soft skills.
Donc là, maintenant, posez-vous cette question. Quels sont vos points forts en matière de soft skills et qu'est-ce qui vous distingue des autres candidats? Anne-Laure va justement vous expliquer comment on va les évaluer, ces soft skills. Tout à fait, Lydie. Alors, il est primordial que vous sachiez comment vos soft skills vont être évalués au cours d'un process de recrutement. Alors, pour identifier vos soft skills, voici quelques méthodes qui sont couramment utilisées par les recruteurs, mais attention, cette liste n'est pas exhaustive et sachez que les recruteurs peuvent être très créatifs. Le recruteur va tout d'abord vous inviter à un entretien, autrement appelé entretien comportemental, qui vous permettra de partager des exemples concrets de situations dans lesquelles vous avez utilisé certaines de vos compétences. Le recruteur va volontairement vous poser des questions qui sont très ouvertes pour vous encourager à parler de vos expériences passées et des compétences comportementales que vous avez mises en pratique. Ça, c'est le premier point. Le recruteur pourra également vous soumettre une étude de cas. Vous serez alors confronté à des scénarios réels ou hypothétiques et vous devrez démontrer comment vous aborderiez la situation en utilisant vos soft skills. Par exemple, vous êtes manager et vous devez régler un conflit entre deux collaborateurs de grades différents que vous avez convoqués. Eh bien, comment procédez-vous de manière très concrète? Le recruteur peut aussi vous demander de réaliser des tests psychométriques ou des évaluations en ligne, comme par exemple le PAPI ou le SOSI, qui sont accessibles pour tous les niveaux de poste, ou par exemple le Hogan pour les cadres dirigeants. Sachez également que le recruteur va très vraisemblablement contacter vos anciens employeurs pour des prises de référence et mieux cerner tel ou tel soft skills. Sachez qu'il s'agit même d'une obligation professionnelle du recruteur dans le cadre de ses fonctions. Donc vraiment, sentez-vous à l'aise avec le fait de communiquer le nom de vos référents et sachez que ce sera fait. Enfin, vous pourrez potentiellement être convoqué à un assessment. Alors là aussi, les méthodes vont être très variées et peuvent impliquer par exemple des jeux de rôle, des entretiens individuels, de groupe, des exercices de résolution de problèmes, etc. Pour information, sachez que chez Michael Page Consulting, ces évaluations approfondies sont réalisées par des psychologues du travail. Alors attention, les méthodes que je viens de vous citer sont des exemples et l'utilisation d'une seule méthode ne saurait permettre à elle seule de dresser une photo exhaustive de vos soft skills. En fait, toutes ces méthodes d'évaluation complémentaires et doivent être idéalement combinées. Dans tous les cas, tenez-vous prêt. Ne vous laissez surtout pas impressionner par telle ou telle méthode. Appréhendez l'exercice sérieusement, mais sereinement et surtout en étant vous-même. Voilà, maintenant que vous savez comment sont évalués vos soft skills par les recruteurs, il est important que vous-même, en amont, vous puissiez les recenser et les auto-évaluer. Du coup, comment faire? L'auto-évaluation n'est pas un exercice toujours évident parce qu'il comporte une grosse part de subjectivité. Donc, essayez d'être le plus objectif et le plus critique possible. Comment faire? Alors, tout d'abord, listez des situations de réussite et de difficultés que vous avez rencontrées en dégageant les soft skills qui, selon vous, ont été sollicités à cette occasion. Par exemple, vous êtes RRH et vous avez réussi à signer un accord d'entreprise compliqué avec des partenaires sociaux virulents. Eh bien, ça va mettre en exergue vos qualités de négociation, votre capacité à résoudre les problèmes, des conflits et votre empathie. Ensuite, vous pouvez en demander aussi l'avis de votre environnement professionnel qui pourra vous aider à lister vos qualités humaines et vos compétences transférables. Ainsi, 9 cadres sur 10 soulignent que l'environnement de travail joue un rôle clé dans l'identification des atouts comportementaux. Et demandez enfin à votre entourage personnel, votre famille, vos amis, qui pourront également vous aider dans cette auto-évaluation. Alors attention, ça risque d'être un petit peu plus subjectif dans le cercle familial et le cercle personnel. Du coup, maintenant que vous avez dressé la liste de vos soft skills, comment pouvez-vous les mettre en valeur dans un process de recrutement?
Donc là, on va parler de choses beaucoup plus concrètes pour le coup, puisque vos soft skills doivent être mises en valeur justement à chaque étape du process de recrutement. Et on va commencer par la base, c'est-à-dire votre CV. Donc, un recruteur passe moins de 30 secondes sur un CV et il se doit donc de voir tout de suite les éléments attendus par rapport à un poste. Donc, vous aurez plus de chances si vous mettez les bons éléments au bon endroit. Donc, pour mettre en avant vos soft skills sur votre CV, voici quelques conseils pratiques. Vous pouvez déjà créer une section, comme vous voyez là sur la présentation, une section dédiée dans votre CV intitulée Soft Skills, ou pour ceux qui n'aiment pas les termes anglo-saxons, compétences comportementales. Ensuite, vous devez choisir les soft skills les plus pertinentes pour le poste, celles qui seront le plus en lien avec le poste attendu, que ce soit le contenu de poste, le secteur, mais aussi la culture d'entreprise. C'est vrai qu'on aura tendance naturellement à mettre les qualités qu'on a, mais est-ce que celles-ci sont celles vraiment attendues par le recruteur? Posez-vous la question en amont. Par exemple, pour un poste en full télétravail, mettez en avant votre autonomie, ça va démontrer votre capacité à travailler de manière indépendante, ou alors mettez en avant votre aptitude à travailler en équipe de manière virtuelle, à partager des idées et à maintenir des relations professionnelles positives malgré justement cette distance physique qui est souvent un enjeu pour les entreprises aujourd'hui. Oui, tout à fait, Lydie. Et si je peux me permettre de donner un autre exemple, par exemple, pour un poste de chef de projet, ce qui va être important de mettre en avant, c'est votre sens du travail en équipe, votre capacité à gérer des conflits éventuels, ou encore vos compétences méthodologiques, pour donner un deuxième exemple. Exactement. Exactement. Et troisième conseil que je peux vous donner sur la partie de CV, c'est vous pouvez aussi y ajouter des exemples concrets avec des résultats mesurables pour illustrer vos soft skills. Alors, c'est pas simple quand on parle justement de soft skills, mais voilà, si je dois vous donner un exemple, pour démontrer vos qualités managériales, par exemple, vous pouvez inscrire réduction du turnover de 30% au sein de l'équipe dont vous avez la charge. Ça peut être un exemple très concret qui va parler au recruteur. Après, le conseil que je vous donne et qu'on vous donne toutes les deux, je pense qu'Anne-Laure, tu es d'accord avec moi. Tout à fait. Ne trichez pas, soyez honnête et sincère. Surtout. Si vous inscrivez des compétences que vous ne possédez pas réellement, croyez-moi, on le décèlera, c'est notre métier en entretien, ou alors ça se verra très vite sur le terrain quand vous serez en poste. Donc, et un petit point, pardon Lydie, un petit point. Je pense que tous les recruteurs fonctionnent de la même manière. Plus on va sentir quelque chose de faux, ou plus on va sentir quelque chose d'obscur dans les explications, plus on va creuser. Creuser. Donc, soyez transparents et sincères dès le départ. Donc voilà, en mettant en avant vos soft skills de manière claire, spécifique et adaptée, vous permettrez donc au recruteur de mieux comprendre votre valeur ajoutée en tant que candidat. Et un autre moyen justement de les mettre en avant, ces soft skills, c'est aussi via LinkedIn. Tout à fait, Lydie. Donc, vous pouvez mettre en avant vos soft skills sur votre CV, mais également sur LinkedIn. Donc, je vais vous donner quelques conseils très techniques. Je vais essayer d'être le plus clair possible. L'idée, c'est de pas tous les détailler, mais de vous donner en gros les principaux. Déjà, sur votre LinkedIn, vous pouvez utiliser la section compétences pour mettre en avant vos soft skills et classer celles-ci par ordre de priorité, en mettant bien évidemment en haut de la liste les compétences qui vous caractérisent le plus. Ensuite, dans la section appui et recommandations, eh bien, vous pouvez tout à fait demander à vos collègues, managers ou clients, par exemple, de vous fournir des appuis et des recommandations pour vos soft skills. Ces témoignages vont pouvoir renforcer votre crédibilité et donner une preuve concrète de vos compétences non techniques. Dans la section publication et contenu, n'hésitez pas à écrire sur des sujets qui sont liés à vos compétences non techniques, partager des expériences ou des conseils qui démontrent votre expertise dans ces domaines. Bien évidemment, utilisez la section résumé de votre profil LinkedIn pour décrire vos soft skills de manière très concise et impactante. Dans la partie groupe et engagement, n'hésitez pas à rejoindre des groupes LinkedIn pertinents dans votre domaine d'activité et participer activement aux discussions. Et puis enfin, utilisez des mots-clés et des hashtags. Ça va permettre aux recruteurs de vous identifier beaucoup plus rapidement lorsqu'il effectuera des recherches. Donc, en utilisant toutes ces stratégies, vous allez pouvoir mettre en avant vos soft skills sur LinkedIn, attirer l'attention des recruteurs et des employeurs et renforcer ainsi votre positionnement professionnel.
Donc, ça y est, vous avez mis à jour votre CV en identifiant clairement les soft skills. Vous avez fait de même sur LinkedIn. Grande nouvelle, grâce à tous ces conseils, vous avez enfin décroché un entretien pour le poste de vos rêves. Et donc, nous passons à l'entretien, les petits conseils qu'on va vous donner, et c'est le moment où vous devez être aligné avec ce que vous avez mis dans votre CV, votre profil LinkedIn. Ça, c'est la base. Le conseil pour moi le plus important, c'est la préparation. La préparation avant l'entretien. Premièrement, posez-vous la question de quels soft skills sont recherchés sur le poste. Un peu comme je vous l'ai conseillé sur la partie CV. Il faut de votre côté vraiment les relier à l'emploi. Cela vous permettra d'expliquer en quoi vos soft skills sont pertinentes pour ce poste et comment elles peuvent contribuer justement à la réussite dans ce domaine spécifiquement ou sur ce poste spécifiquement. J'essaie de trouver un exemple. Admettons, vous visez un poste dans un contexte à fort niveau d'exigence, où il faudra démontrer votre capacité à gérer les priorités dans des délais courts. Vous pouvez mettre en avant votre capacité d'organisation et la capacité à travailler sous pression. Ça, par exemple, c'est très concret. Ensuite, dans la préparation, préparez aussi les exemples. Si on reprend celui que je viens de vous citer, vous pouvez parler d'un dossier que vous avez dû réaliser dans un temps record. Vous avez dû surmonter différents obstacles, comme par exemple un prestataire qui n'a pas pu honorer ses engagements. Expliquer comment vous avez dû rebondir face à cette situation problématique pour contourner le problème. Enfin, le dernier conseil côté préparation, c'est anticiper, et celle-là elle est très importante, c'est anticiper les potentielles questions qu'on pourrait vous poser autour des soft skills justement attendus par l'entreprise. Typiquement, quand on cherche un consultant en recrutement chez PageGroup, au sein du cabinet, nous, on va évaluer, par exemple, la capacité d'influence. C'est très important pour nous. Et donc, là, le type de questions auxquelles vous pourriez vous préparer et vous attendre autour, justement, de la capacité d'influence, c'est, par exemple, donnez-nous un exemple où vous avez dû convaincre un auditoire. Est-ce que vous avez réussi à convaincre cet auditoire? Quel impact cela a eu, justement, sur la situation? Et à votre avis, quelle image vous avez véhiculée? Voilà, c'est le type de questions auxquelles vous pouvez vous préparer pour être plus performant. Donc, la conclusion, c'est que si vous êtes bien préparé, c'est beaucoup moins de stress et vous serez beaucoup plus convaincant. Oui, tout à fait, hein, Lydie. Donc, la préparation de votre entretien est fondamentale. L'entretien en tant que tel va être déterminant. Voilà. Pendant cet entretien, soyez spécifique et concret. Évitez les généralités, les déclarations vagues, ça ne sert à rien et c'est complètement inutile. Utilisez des exemples variés, précis, adaptés. Montrez votre savoir-être. Mettez l'accent sur votre attitude, votre éthique de travail et votre capacité à vous adapter aux nouvelles situations. Posez des questions pertinentes. Ça va montrer votre intérêt pour la collaboration, la communication et la capacité à s'adapter à l'environnement de travail. Et surtout, n'oubliez pas, vos soft skills seront analysés en tant que tels au cours de l'entretien. Par exemple, si vous arrivez en retard ou si vous ne respectez pas le délai imparti par le recruteur pour votre présentation, eh bien, vous aurez beaucoup plus de mal derrière à convaincre concernant votre bonne gestion du temps et des priorités. Pareil, si vous faites un monologue et que vous ne permettez pas au recruteur de s'exprimer, Lydie, ça a déjà dû t'arriver, j'imagine. Quelquefois, seulement quelquefois. Tu as eu plus de chance que moi. Et du coup, ça va mettre en défaut votre capacité d'écoute, très naturellement. Et puis, comme indiqué, poser des questions et des questions pertinentes. Bien sûr, ça va mettre en avant votre curiosité intellectuelle. Il n'y a rien de pire quand on est recruteur. Vous présentez le poste, l'entreprise de votre client à un candidat. Vous êtes enthousiaste et vous lui dites, est-ce que vous avez des questions? Et là, le candidat vous regarde, non. Alors là, c'est désastreux. Donc, pitié. Trouvez une ou deux questions, de préférence très pertinentes, mais posez des questions. Et puis enfin, présentez vos expériences de manière positive, même si celles-ci se sont mal terminées. C'est vraiment fondamental. On a certains candidats qui, lorsqu'une collaboration s'est mal passée, insistent sur le pourquoi ça s'est mal passé, un tel m'a fait ci, j'étais pas aligné avec ça, et puis ça prend du temps, puis ils insistent. Si la collaboration s'est mal terminée, dites-le de manière claire
transparente, mais dites-le de manière très rapide, même si l'expérience a été courte. Insistez sur le positif que vous en avez quand même retiré. C'est ça qui va être important et qui va traduire votre état d'esprit. Voilà en tout cas ce que je peux vous donner comme conseil au cours de l'entretien. Eh bien, écoute, merci Anne-Laure pour ces derniers conseils sur l'entretien. Moi, ce que je propose effectivement, c'est qu'on fasse déjà un premier relevé des premières questions et qu'on puisse y répondre. Alors, je regarde en parallèle, nous regardons en parallèle. Alors, j'ai une question de Marina. Existe-t-il des différences dans les soft skills recherchés selon les secteurs ou les postes? Oui, Marina. Effectivement, il existe des différences dans les soft skills recherchés. J'ai pris tout à l'heure l'exemple du marketing, de la comptabilité et ainsi de suite. Ça vaut aussi pour les secteurs d'activité. Les soft skills recherchés dans l'industrie ne vont peut-être pas être les mêmes que dans le secteur de la banque ou de l'assurance. Donc, il faut quand vous listez vos soft skills, vraiment vous mettre à la place de votre interlocuteur, de ce qu'il va rechercher, de son secteur d'activité, de ses préoccupations business et ainsi de suite, pour mettre en face les bonnes soft skills. Comme on l'a dit, rien ne sert de faire étalage de toutes vos soft skills. Au contraire, choisissez les plus pertinentes par rapport au poste et par rapport au secteur d'activité. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. J'en ai une autre, moi, de Mathilde. Devons-nous passer par des tests pour faire ressortir des soft skills ou prouver qu'on les possède? Alors, je veux bien répondre à celle-là, moi, si tu es d'accord. Oui, je t'en prie, bien sûr. Je dirais que ce n'est pas nécessaire, mais que ça peut être déjà pour vous un bon point de départ pour vous aider à mieux vous connaître et à identifier vos atouts et les softs que vous devez développer, justement. Ça peut vous aider à argumenter celle-ci lors de vos entretiens. Maintenant, là où je pondère un peu, c'est que souvent, ces tests sont réalisés pour des entreprises ou pour des postes spécifiques. Donc, ça veut dire que l'analyse ne sera pas toujours complètement alignée. Voilà un petit peu pour la réponse sur les tests. J'espère avoir répondu aussi à Mathilde. J'ai une question de Christophe. Si tu veux bien, Lydie, vous citiez tout à l'heure des soft skills tels que capacité d'adaptation, autonomie, réactivité, oui, mon fameux top 12. Ce sont des choses que je mets souvent en avant dans mes lettres ou mes CV, mais j'ai l'impression que c'est devenu tellement classique que les recruteurs n'y prêtent presque plus attention. Alors, Christophe, rassurez-vous, les recruteurs y prêtent attention, mais c'est vrai que beaucoup de personnes mettent en avant ces soft skills. Ce qui va être primordial, c'est de donner des exemples. Donner des exemples concrets, même dans votre CV, un ou deux exemples bien choisis, avec des chiffres et ainsi de suite, mais ça va rendre ces soft skills très concrètes. C'est ce qu'on disait, pas de déclaration vague. C'est bien beau de dire, voilà, je suis autonome, je sais m'adapter, je suis réactif. Bon, n'importe qui peut dire ça, entre guillemets, et en mentant même parfois. Donc, encore une fois, donnez des exemples concrets, mais qui va renforcer votre crédibilité. Voilà, j'espère que j'ai apporté en tout cas un début de réponse, Christophe. J'en ai une autre. Peut-on demander un feedback après un entretien négatif et comment le demander ce feedback? Alors, c'est une question très intéressante pour le coup, parce qu'effectivement, quand on passe un entretien et qu'on n'a pas été forcément le plus convaincant possible, déjà en demandant un feedback, vous démontrez certaines qualités et certaines soft skills d'ouverture qui vont faire que le recruteur va forcément apprécier cette question et va vous faire un feedback de manière très, très constructive, à mon sens, et très naturelle. Donc oui, à cette question, si vous pensez que l'entretien s'est mal passé, demandez les raisons pour lesquelles elles se sont mal passées et vous verrez que le recruteur, de toute façon, vous donnera des conseils sur ce que vous aurez dû éviter comme piège pendant l'entretien et vous permettra d'avoir des clés sur vos prochains rendez-vous. Oui, tout à fait, Lydie. Et pour rebondir, sachez, alors, je pense que tu as répondu en fonction de ton vécu et j'ai le même. On apprécie beaucoup les candidats qui demandent un feedback sur l'entretien. Sachez qu'il faut tout de même être à l'écoute des retours qu'on va vous faire parce que certains candidats demandent un feedback et puis, alors on y va toujours avec beaucoup de tact, je vous rassure, mais parfois certains ne sont pas prêts à entendre les recommandations. Donc, ce que je vous conseille, c'est écouter les recommandations qui peuvent vous être faites. C'est vraiment ce qu'on appelle un gift, un cadeau. Et puis après, faites-en ce que vous voulez.
vous allez peut-être vous rendre compte que le recruteur a raison sur tel ou tel point. En revanche, vous partagez moins son point de vue sur l'autre et faites-en quelque chose de positif pour vous améliorer. Les recruteurs sont là aussi pour vous aider. Voilà. Excuse-moi, Lydie, j'ai complété un peu longuement. Non, mais c'est très bien, tu as raison. Et moi, je propose de répondre à une dernière question sur cette première partie, Oui. qui est, existe-t-il un référentiel sur des soft skills? Alors, il n'y a pas de référentiel universel sur le sujet, puisqu'il s'agit de compétences comportementales qui peuvent être très variables, finalement, en fonction de l'entreprise, du secteur d'activité ou même du contexte. En revanche, vous avez énormément de classifications qui ont vu le jour, comme vous en a parlé Anne-Laure. Elle vous a parlé de To-Do Skills, il me semble. Oui, alors le référentiel To-Do, qui est facile à retenir avec son nom, qui classe les soft skills en 6 familles, mais vous pouvez en retrouver vraiment beaucoup d'autres. Donc, à vous d'aller chercher finalement la classification qui correspondra le plus à votre univers et à vos recherches, tout simplement. Je suis d'avis de continuer ce webinaire et donc de passer à la seconde partie. Donc, comme vous l'a dit Anne-Laure, la durabilité des compétences n'est plus la même et pour rester dans le coup, il faut donc vous challenger. Ça implique qu'il va falloir vous engager à titre personnel ou professionnel pour vous développer justement. Comme expliqué au préalable dans la première partie, côté entreprise, les enjeux sont très clairs, entre la productivité, l'adaptation au changement, l'amélioration du service client et la fidélisation des collaborateurs. Les entreprises ont très vite cerné l'intérêt des soft skills. Maintenant, qu'en est-il de votre côté à vous candidats et comment les cultiver, ces fameuses compétences? Donc, avant de vous donner toutes les clés sur justement la manière de développer vos soft skills, il nous semblait important de vous parler des freins. On le sait bien, ça peut parfois s'avérer être un réel défi, ce développement de soft skills. Et le premier obstacle auquel vous pourriez être confronté, c'est la prise de conscience. Alors, il est possible que vous ne soyez pas pleinement conscient de l'importance des soft skills et de leur impact sur votre carrière. C'est pourquoi il est crucial de reconnaître leurs valeurs et de comprendre comment elles peuvent vous aider à vous démarquer dans un marché de travail compétitif. C'est ce que nous avons essayé de vous expliquer durant la première partie de ce webinaire. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est que normalement, vous avez déjà franchi cette première étape. Le second obstacle que vous pourriez rencontrer, et celui qu'on retrouve d'ailleurs de manière courante, c'est la peur de sortir de sa zone de confort. Le développement des soft skills nécessite souvent de se confronter à des nouvelles expériences, de prendre des risques et de sortir de sa petite routine habituelle. Et il peut être effrayant justement de faire face à l'inconnu, mais rappelez-vous vraiment que c'est là que la croissance se produit et que c'est là que vous vous développez. Donc vraiment, le conseil, osez vous challenger, prenez des initiatives et saisissez chaque occasion justement d'apprendre et de grandir. Le troisième obstacle réside souvent dans le manque d'opportunités pour pratiquer justement et renforcer vos soft skills. Il peut être difficile de trouver des occasions concrètes de les mettre en pratique, surtout si vous êtes déjà engagé dans un emploi en plein temps. Navré, vous devez impérativement vous imposer de dégager du temps pour vous développer et justement, nous allons avec Anne-Laure vous aider à explorer les différentes pistes et moyens pour le faire. Tout à fait, Lydie. Alors, de prime abord, il peut vous sembler plus compliqué de développer vos soft skills que vos hard skills. Et en effet, il n'existe pas de formation certifiante ou de diplôme pouvant attester que vous possédez, par exemple, un fort esprit d'équipe ou une curiosité intellectuelle hors pair. Non, ça n'existe pas, je vous le dis tout de suite. Mais bien que les soft skills peuvent sembler souvent innées, elles peuvent toutefois, et heureusement, être travaillées et améliorées. Du coup, comment est-ce que vous pouvez faire? Alors, je vais vous donner quelques pistes. Vous pouvez tout d'abord suivre des programmes de formation en ligne en utilisant des plateformes d'apprentissage sur le net qui vont proposer des cours, des tutoriels sur les soft skills. Par exemple, vous pouvez aller sur LinkedIn Learning, Coursera. Il y en a toute une série. Oui, exactement. Vous pouvez ensuite solliciter des formations internes avec des experts au sein de votre organisation. Vous pouvez également suivre des programmes de mentorat où des employés plus expérimentés peuvent vous guider, vous conseiller. Et le mentorat va permettre un apprentissage très personnalisé et le partage d'expériences. Vous pouvez aussi faire un coaching individuel pour développer vos soft skills de manière très personnalisée avec un coach professionnel. Et puis, vous pouvez également
participer à des groupes de travail, des ateliers, des séminaires. Ça va être des sessions interactives qui sont animées bien souvent par des experts pour enseigner et pratiquer des compétences spécifiques telles que la communication, la résolution de problèmes, la gestion du temps, le leadership et ainsi de suite. Vous pouvez aussi, autre solution, vous pouvez vous porter volontaire pour participer à des projets au sein de votre entreprise ou même dans votre vie personnelle, extra-professionnelle, en fonction voilà, de tel ou tel soft skill que vous aimeriez développer. Et puis enfin, identifier les conférences et les webinars qui sont axés sur les soft skills et participez-y comme vous le faites aujourd'hui. Les maîtres mots concernant le développement des soft skills, c'est soyez curieux. Choisissez les méthodes qui vous motiveront le plus pour développer vos soft skills. Gardez toujours en ouais, exactement. Non, mais c'est tout à fait ça, parce qu'en fait, il faut bien garder en tête que le développement des soft skills, c'est un travail qui va nécessiter motivation, engagement et dans la durée. Mais en tout cas, sachez que c'est très satisfaisant et épanouissement. Donc voilà, maintenant qu'on a exploré en détail les soft skills et leur importance dans le monde professionnel, laissez-moi vous présenter un autre concept passionnant, les MAD skills. Mais qu'est-ce donc les MAD skills? C'est ça, ça peut faire un peu peur. Qu'est-ce que c'est? Alors, les MAD skills sont moins connus que les soft skills. Ce sont vos compétences folles, vos compétences atypiques. Ce sont par exemple les compétences que vous avez acquises en dehors du travail et qui sont à valoriser au travers de vos expériences personnelles. Par exemple, un engagement pour une cause, un changement de carrière, une passion rare, une pratique artistique complexe, un sport original, une reconnaissance dans un loisir, et ainsi de suite. Concrètement, ça va être un élément de différenciation qui va participer à votre singularité. Et ces math skills, en fait, vont être très complémentaires de vos hard et soft skills. Elles vont d'ailleurs, ces math skills, souvent servir à renforcer la crédibilité et la véracité de vos soft skills. Par exemple, si vous faites du bénévolat actif pour une association depuis des années, eh bien, ça va mettre en avant votre sens du collectif. Si vous avez fait un magnifique et long voyage dans plusieurs pays dans le monde, ben, ça va témoigner de votre curiosité. Si par exemple vous êtes lancé dans la création d'un logiciel libre, eh bien, ça va mettre en avant votre créativité. Si enfin, pour donner un dernier exemple, vous avez eu une médaille dans un sport de haut niveau, eh bien, ça va témoigner de votre confiance en vous et votre capacité à être sous pression. Donc, sachez en tout cas que ces MAD skills sont appréciés des recruteurs qui vont rechercher notamment des profils atypiques. Merci Anne-Laure. J'aimerais maintenant, moi, vous emmener vers une autre dimension essentielle et un sujet d'ailleurs qui me tient particulièrement à cœur, c'est les green skills, les fameuses compétences vertes. Il s'agit, et on vous promet, il s'agit des dernières skills dont on vous parlera aujourd'hui. Donc, nous sommes tous témoins des défis environnementaux auxquels notre planète est confrontée, que ce soit le changement climatique, l'épuisement des ressources naturelles, la pollution, la dégradation de la biodiversité. Et face à ces enjeux majeurs, les entreprises se doivent d'agir de manière responsable et durable. C'est ici que les green skills entrent en jeu. Donc, les compétences vertes sont devenues vraiment un atout incontournable pour les employeurs. Donc, il y a un large éventail de compétences green. Je vais vous en citer quelques exemples pour ceux qui ne les connaissent pas. Le premier, c'est la conscience écologique. C'est quoi la conscience écologique? C'est la capacité à intégrer des pratiques durables dans votre vie quotidienne, mais pas que. C'est aussi à sensibiliser les autres à l'importance de cette durabilité. Une deuxième compétence, ça va être l'analyse justement de la durabilité. C'est la capacité à évaluer l'impact environnemental des activités et des projets et à proposer justement des mesures d'amélioration autour de cela. Vous avez également la mobilité durable. Là, c'est la capacité à promouvoir et à développer des solutions de transport écologiques, telles que les transports en commun, le covoiturage ou les flottes de véhicules électriques, par exemple. La gestion de l'eau aussi et de l'énergie, c'est-à-dire la capacité à identifier des solutions pour réduire la consommation d'énergie et d'eau dans les processus et les infrastructures.
Et enfin, le sujet effectivement qui revient souvent sur la table, c'est la gestion des déchets. Là, c'est la capacité à développer et à mettre en œuvre des pratiques de gestion de déchets qui soient efficaces et surtout respectueuses de l'environnement. Donc maintenant, quel est l'intérêt pour vous en tant que candidat à intégrer les Green Skills à votre profil? La première chose qui me vient, c'est que ça vous permet de vous positionner comme un candidat déjà engagé et conscient des enjeux environnementaux. Et comme je vous l'ai dit, les employeurs attachent de plus en plus d'importance à la responsabilité sociale et environnementale et ils recherchent des professionnels qui peuvent contribuer à leur transition vers une économie plus durable. Donc, en développant vos compétences vertes, vous augmentez considérablement vos opportunités d'emploi et vous démarquez des autres candidats. La deuxième chose, c'est qu'en développant vos soft skills, vous devenez également plus adaptable aux évolutions du marché du travail. La transition vers une économie verte crée de nouvelles opportunités d'emploi et de carrière. Et donc, les candidats dotés de compétences dans ce domaine sont très recherchés. Donc, vous pouvez vous positionner comme un acteur clé de cette transition et donc vous ouvrir des portes vers des secteurs d'activité en plein essor. Enfin, voilà, le dernier impact, et pas des moindres, c'est que les green skills peuvent avoir un impact positif sur votre propre qualité de vie et votre épanouissement personnel. Parce qu'en contribuant à la préservation de l'environnement, vous pouvez ressentir un certain sentiment de satisfaction et de fierté dans votre travail en sachant que vous faites partie aussi de la solution. Voilà. Donc, pour aller plus loin, sachez que de notre côté, tous les postes à impact positif, justement, sont répertoriés et que si vous souhaitez candidater sur ce type de poste, vous en trouverez un certain nombre en ligne sur notre site. Actuellement, je crois qu'il y en a un peu plus de 350, donc je pense que vous avez déjà un panel assez développé. Et vous pouvez aussi télécharger notre étude de rémunération RSE qui regroupe les dernières tendances justement du secteur, ainsi que les rémunérations sur plus de 70 métiers. Voilà. J'ai terminé sur les Green Skills. Merci beaucoup, Lydie. Maintenant, je vous propose qu'on regarde vos différentes questions et qu'on essaye d'y répondre. Alors, qu'est-ce qu'on a comme question? Alors, j'ai une question, Lydie, je veux bien prendre si ça te va. Je t'en prie, vas-y. Les math skills peuvent-elles se retourner contre nous ou nous desservir de Marina et Christophe? Alors, excellente question. Alors, le but, en inscrivant vos math skills, bien évidemment, c'est pas que celles-ci se retournent contre vous. Mais quand vous les mettez en valeur, assurez-vous que ça fasse sens par rapport, comme pour les softs, assurez-vous que ça fasse sens par rapport au poste en question et par rapport au secteur d'activité à considérer. Attention, ça peut se retourner aussi contre vous si vous développez par exemple des compétences exceptionnelles dans un domaine bien précis. Parfois, ça peut engendrer un sentiment un peu de supériorité ou d'arrogance. C'est le fameux ego surdimensionné qui ne passe pas la porte. Et ça peut potentiellement nuire à vos relations avec les autres et vous isoler du coup socialement. Donc, allez-y avec modération. Pareil, si vous êtes extrêmement doué dans votre domaine, et bien du coup, les gens vont avoir tendance à vous passer de plus en plus de responsabilités. Ils vont vous solliciter sur des projets et ainsi de suite, et vous risquez d'être complètement sous l'eau et de faire face à une surcharge de travail assez phénoménale. Et puis surtout, quand on a des math skills et des compétences extraordinaires, sachez que ça peut aussi générer chez vos interlocuteurs des attentes très élevées. Voilà, vous êtes exceptionnellement bon dans tel secteur. Du coup, on va en attendre encore plus et encore plus. Donc, c'est quelque chose de positif. Mais attention, parfois, ces math skills peuvent, comme vous l'avez dit, se retourner contre nous. Donc, toujours à bien adapter secteur d'activité, poste et ce qu'on cherche à démontrer au final. Voilà, Marina et Christophe, j'espère que j'ai répondu à vos questions. C'était un peu long, désolée. Alors moi, j'en ai une sur mon sujet, les green skills. Comment les entreprises intègrent les green skills dans leur stratégie de recrutement et développement des talents. Alors, maintenant, les entreprises incluent systématiquement dans leur job desk ce qu'elles veulent d'un candidat et qu'elles veulent le candidat justement avec cette sensibilité-là. Elles ont développé d'ailleurs, elles ont aussi développé des outils de méthode et des méthodes pour évaluer ces compétences-là, un peu comme on peut évaluer des soft skills ou des hard skills finalement.
Donc, il y a aussi des formations pour accompagner les talents en interne qui sont développées par les entreprises pour s'assurer qu'un collaborateur qui ait une appétence sur tel ou tel sujet puisse se développer et être accompagné sur ce thème. Vous avez aussi de plus en plus d'entreprises qui sensibilisent les salariés et qui organisent des campagnes pour promouvoir justement les green skills et encourager les employés vraiment à développer leurs compétences dans ce domaine. Et ça peut se faire à travers des événements très variés, des conférences, des ateliers, des formations. Voilà, vraiment, il y a tous les moyens sont utilisés par les entreprises pour pouvoir mettre le sujet sur la table. Chez nous, typiquement, on vient de constituer un groupe de travail avec des personnes sur toute typologie de poste pour justement échanger sur nos problématiques et faire justement travailler cette intelligence collective pour pouvoir être aussi plus performant sur ces sujets. Oui, tout à fait. Merci Lydie. J'ai une question de Marion. Si on fait un sport avec obtention de médaille, est-ce que ça doit obligatoirement être récent ? Spontanément, je vous dirais non. Bien évidemment, ça ne doit pas être obligatoirement récent. C'est des médailles que vous avez pu obtenir dans le passé. Le fait d'obtenir ces médailles va montrer votre investissement, votre implication, votre sens du collectif aussi, votre sens de la compétition. Et même si ça date, mais ça fait partie de vous et c'est ce qui vous a aidé à vous construire, à devenir ce que vous êtes aujourd'hui. Donc, pas besoin que ce soit ultra récent. Pas du tout. Bien évidemment, mettez les récentes et bravo, mais n'oubliez pas les médailles peut-être plus anciennes. Alors, n'allez peut-être pas parler de votre ourson au flocon, première étoile, ça, c'est peut-être pas la peine. Mais voilà, vraiment des médailles assez exceptionnelles pour un sport qui est ou qui était en tout cas l'une de vos passions. Alors moi, j'ai une question d'Aurore. Si l'on met en évidence dans le CV des exemples à chacune des skills que l'on possède, le CV ne tiendra plus sur une page recto, avec un petit smiley. Ne peut-on pas utiliser la lettre de motivation en complément ? Et quelle importance d'ailleurs cette lettre de motivation a maintenant dans la candidature ? Alors moi, je suis un peu partagée. Je ne sais pas si tu me rejoins, Anne-Laure, sur ce sujet, mais je pense que la lettre de motivation est maintenant très peu utilisée et très peu utilisée des recruteurs. C'est-à-dire qu'on s'en sert quasiment plus. Je ne sais pas si c'est ton cas. Non, je vois, nous, dans notre division, on ne reçoit pas de lettre de motivation. Le sentiment que ça ne se fait plus, et je suis désolée de le dire, mais si on en reçoit, on ne prend pas forcément le temps de systématiquement les lire. Comme on vous l'a dit, c'est 30 secondes sur un CV. Il faut que ce soit accrocheur. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous disait, souvenez-vous, de bien identifier vos soft skills, vos math skills, les hard skills et ainsi de suite. Donc non, la lettre de motivation, pas forcément, mais encore une fois, certaines personnes pourront vous dire que c'est hyper utile et apprécié. Lydie, je ne sais pas toi, comment ça se passe dans tes équipes ? Non, c'est pour le coup très peu utilisé. C'est pour ça qu'effectivement, j'en rebondis là-dessus. Mais en tout cas, la taille et la manière d'exposer toutes les skills, Aurore, je pense que, après, ça dépend du nombre d'années d'expérience que vous avez. Mais ce qui est certain, c'est que pas plus de 2 pages. Et je pense qu'en 2 pages, vous pouvez trouver des petites places pour aller intégrer vos soft skills en mettant des exemples les plus courts possibles. Donc, utilisez les conseils qu'on vous a donnés au départ sur le fait de bien mettre ces catégories. Et après, de toute façon, si vous avez bien adapté vos soft skills, math skills, etc., aux besoins du client, normalement, ça fera mouche et vous serez rencontré lors d'entretien. Et c'est là que vous pourrez justement expliciter tout ce que vous vouliez mettre dans la lettre de motivation. Ouais. Vous savez, Lydie, pour rebondir, peut-être préciser, moi j'ai vu beaucoup de CV où il y avait l'intitulé de poste, l'entreprise, les dates, la fonction, et puis mission et réalisation concrète. Mais sur une ou deux phrases, et par cette rubrique réalisation, vous pouvez mettre en avant justement vos soft skills avec des vrais exemples. Donc ça peut être apprécié. Il y a une question d'Omar, je rebondis. Comment mettre en évidence les green skills ? Est-ce que l'on peut le mentionner sur le texte de présentation ? Par exemple, oui, en fait, un peu comme les soft skills ou même les hard skills, trouvez un endroit dans votre CV où vous pouvez les valoriser. Maintenant, mettez des greens avec lesquels vous avez une réelle sensibilité parce que derrière, le recruteur va forcément vous interroger sur ce point-là. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des candidats en face de moi qui me précisaient être
très attachée à la culture RSE, etc. Effectivement, quand on discute un petit peu, parfois ça manquait un peu de contenu. Je restais un petit peu sur ma faim et donc, du coup, j'avais tendance à écarter la candidature le candidat qui avait juste eu l'envie finalement de me montrer qu'il était intéressé par le sujet, mais voilà, c'était un peu juste. C'est très clair. Est-ce que tu vois d'autres questions, toi, Lydie? Attends, moi j'en ai une. Est-ce qu'on peut, alors voilà, est-ce que l'on peut utiliser les termes en anglais, soft skills, math skills, green skills, et ainsi de suite, ou faut-il faire une traduction en français? Alors, très bonne question. Je serais tentée de dire tout va dépendre du secteur d'activité et du poste. Encore une fois, on revient toujours en fonction du secteur d'activité et du poste, mais c'est vraiment très important. Par exemple, vous postulez au sein d'une start-up, au sein d'un grand groupe international, secteur des services et ainsi de suite. Soft, mad, hard, ça fait partie du langage quotidien. Donc oui, vous pouvez utiliser ce verbatim. Je vais peut-être faire un cliché, mais vous postulez au sein d'une collectivité, d'un ministère ou autre. Par exemple, pour les soft skills, utilisez peut-être plutôt le terme compétences comportementales, ou vous pouvez très bien mettre soft skills, première fois, entre parenthèses, compétences comportementales, et puis ensuite utiliser le terme soft skills, mais parce que vous l'avez explicité. En fait, il faut toujours vous dire qui va lire mon CV, quel type d'interlocuteur va lire mon CV. Parce que vous devez vous adapter à votre interlocuteur et adapter votre CV. Et donc, du coup, gardez toujours ça en tête pour est-ce que j'écris en anglais, est-ce que je traduis en français. Voilà, Même si maintenant, je j'espère. pense que c'est quand même bien entré dans les mœurs et que c'est très Oui, clair dans la tête de la plupart des recruteurs. Voilà. oui, Donc, voilà. J'espère avoir alors, répondu à la question. quelles sont les certifications ou formations recommandées pour se spécialiser dans les green skills? Alors ça, c'est une très bonne question, mais du coup, une question, à mon avis, très technique. Je sais que pour se spécialiser dans les green skills, il y a pas mal de certifications et de formations qui sont recommandées, qui existent. Vous avez des certifications en énergie renouvelable, des formations en gestion de l'environnement, en efficacité énergétique, en gestion des ressources naturelles. Il y en a vraiment beaucoup. Après, à vous du coup de chercher quel green vous voulez développer, parce que je vous dis, il y en a énormément. Et donc de faire des recherches approfondies, de consulter du coup les organismes spécialisés pour pouvoir vous développer sur ce sujet-là. Après, la plupart des entreprises qui se sont déjà investies sur le sujet ont des référentiels à pouvoir vous proposer aussi en interne. Et je rebondis, Lydie, tout ce travail de recherche que vous allez faire pour vous former sur vos green skills va témoigner de votre curiosité intellectuelle, soft skill. Voilà. Eh ben, c'est parfait. Je crois qu'on a répondu à la plupart des questions. Donc, Oui. je ne sais pas si Anne-Laure, tu souhaites rajouter quelque chose. Écoute, j'espère qu'on a été clair. On n'a pas pu forcément répondre à toutes les questions, mais j'espère qu'on a apporté des éléments de réponse pertinents. Et du coup, Lydie, je te laisse conclure si tu en es d'accord. Bah, bien sûr, donc vous trouverez également les liens vers nos LinkedIn si vous souhaitez nous poser quelques questions en parallèle auxquelles on n'aurait pas pu effectivement répondre durant ce webinaire. Et voilà, on a été ravis de partager notre expérience avec vous et d'autant plus avec toi, moi, Anne-Laure. Hein. Voilà, je le précise. Donc, Merci Lydie. Merci beaucoup Lydie. bonne C'était un soirée à tous. plaisir. C'était un plaisir de préparer ce webinaire et de le présenter avec toi. Merci à vous tous de vous être connectés et d'avoir participé à cette présentation et à ce question-réponse. Merci beaucoup et belle soirée. À bientôt.